la santé en Suisse, ça va pas trop mal. On vit longtemps. Une bonne partie de l'audience en est l'illustration. En assez bonne santé et pour relativement peu cher, en tout cas moins cher qu'aux États-Unis par exemple, où on n'a pas du tout la même espérance de vie et la même qualité de vie. Néanmoins, octobre vous a comme d'habitude ravivé votre réflexion sur le coût de la santé. Les primes de vos assurances maladie sont montées. Notre société vieillit, donc par définition va coûter plus cher. Les nouveaux médicaments, en fait, se font relativement rares. On est un peu arrivé au fond du puits dans lequel on pouvait aller chercher de nouvelles molécules. Et par contre, sur le côté positif, on a de nouvelles technologies qui sont à disposition, que ce soit dans le domaine biomédical ou dans le domaine de l'analyse des données à grande échelle, qui offrent des pistes prometteuses. Ça a suscité une réflexion dans la communauté au sens général du terme, mais plus encore dans la communauté médico-scientifique, sur la possibilité qu'offraient ces nouvelles technologies, que je qualifierais d'un côté de technolomique, je reviendrai là-dessus, de l'autre le big data, pour permettre une personnalisation plus grande de la santé et à terme une réduction des coûts en permettant au management de la santé de devenir beaucoup plus prédictif que réparateur. Ce big data qui concerne de votre santé, il est de toute forme et de toute source. On peut exploiter en fait toutes ces données qui sont disponibles et analysables concernant le trafic, la pollution, la quantité d'allergènes dans l'atmosphère, dans l'air que vous respirez, les populations auxquelles vous êtes exposés, les changements climatiques. Ce big data, c'est aussi tout ce que vous faites. Monsieur Duttweiler, ou plutôt ses descendants, savent exactement ce que vous mangez, à quelle fréquence vous faites des achats. Vous allez dans un fitness, vous branchez une carte et on sait à quel exercice vous livrez. Vos voyages sont suivis, où vous logez, etc. etc. Et certains d'entre vous portent aussi des appareils qui mesurent le nombre de paramètres vitaux les concernant de manière continue. Et puis aussi, vous mettez dans le domaine public toute une série de données vous concernant en échangeant avec d'autres, des tweets, des SMS, vous allez sur Google, vous cherchez tout ce qui peut se chercher sur l'Internet. Et tout ça peut être capté, est déjà capté et peut être analysé. Et est pertinent pour votre santé. Maintenant, ce qui vous touche au plus profond de vous-même, pour le big data, c'est vous en tant que big data. Donc, juste un tout petit rappel de pourquoi est-ce que nous sommes du big data. Chacun d'entre nous est constitué de 40 000 milliards de cellules humaines et chacun d'entre nous porte sur lui 25 fois plus de cellules bactériennes, sur sa peau, dans ses narines, dans ses intestins. Une date clé de la réalisation qu'on pouvait commencer à piocher dans ces données, c'est 2001. 2001, j'emprunte à Stanley Kubrick le titre d'un film, l'Odyssée de l'espèce. Pourquoi? Parce que 2001 est l'année où on a eu la première version du génome humain. Qu'est-ce que c'est que le génome humain? Petit rappel de biologie pour ceux qui dormaient au fond de la classe à l'époque. Donc, notre information génétique est dans le noyau de nos cellules. Elle est sous forme d'une molécule qui s'appelle l'ADN. L'ADN, c'est un code, une série de 4 lettres, A, T, G, C, qui se répète beaucoup de fois dans des ordres qui déterminent ce que veut dire cet ADN. Dans nos cellules, cet ADN est transformé en ARN. Ça y ressemble, c'est pas tout à fait la même chose, mais cet ARN est lu pour faire les protéines qui sont notre hémoglobine, nos anticorps, les protéines structurales de nos cellules, en grande partie, qui sont nous, si on veut bien. Mon génome, c'est un livre de 2 fois 3 milliards de caractères. Si vous voulez, c'est un livre avec une page rouge, une page bleue, une page rose, une page bleue. Rose, parce que c'est ce qui vient de ma maman. Bleu, c'est parce que c'est ce qui vient de mon papa. Donc 2 copies de leur génome. 2 fois 3 milliards, pour comparaison, à la recherche du temps perdu, c'est à peu près 10 millions de caractères. Dans la plupart des collections, c'est à peu près 2500 pages. Vous pouvez imaginer ce que 2 fois 3 milliards de caractères représenterait sur une bibliothèque. Mon génome est 99,9% identique à chacun des vôtres. C'est ce qui nous fait en somme humains. Mais ça veut néanmoins dire qu'il y a 5 ou 6 millions de positions auxquelles votre génome diffère du mien, diffère de celui de votre voisin, diffère de celui de votre voisine, diffère moins de celui de votre frère, de votre sœur ou de vos parents. Mon génome est aussi à peine 1% différent de celui du chimpanzé. Moi, je ne le cache pas parce que je suis du signe du singe.
Ces dernières années a émergé une technologie qu'on appelle la génomique. Elle est née des progrès faits par les ingénieurs pour déterminer la séquence de l'ADN de manière très précise et très rapide. Et cette génomique permet d'analyser la séquence d'un génome. Elle permet aussi d'analyser d'autres paramètres qui sont proches du génome, ce qu'on appelle l'épigénome, ce qui fait que chaque cellule a le même génome mais ne fait pas la même chose. Les cellules de mes yeux ne font pas la même chose que les cellules de ma peau ou de mon sang. Le transcriptome, c'est tout l'ARN que font les cellules. Le métagénome, c'est le génome de toutes les bactéries que je porte. Tout ça peut être analysé par exactement la même technologie, la technologie de séquençage de l'ADN à haut débit. C'est ce qui a permis initialement le séquençage du génome humain, mais à un coût qui était astronomique. Ça a coûté plusieurs milliards de francs d'obtenir cette première version du génome humain. Aujourd'hui, le séquençage de mon génome coûte moins de 1000 francs. Et d'ici 1 ou 2 ans, il coûtera probablement aux alentours de 100 à 200 francs. Autrement dit, c'est devenu quelque chose qui est complètement faisable, complètement abordable sur le plan économique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on le ferait? À quelle fin? D'abord, pour le diagnostic de maladies, ce qu'on appelle monogéniques, une mucoviscidose, d'autres infections, une myopathie, qui peuvent être identifiées sur la base d'erreurs, de mutations à certains endroits de ce livre, des changements de lettres à certains endroits de ce livre. Aussi pour déterminer si je suis anormalement sensible ou anormalement résistant à certains médicaments. Il y a à peu près 200 à 400 médicaments pour lesquels on sait sur la base du génome que tel ou tel individu va répondre de manière anormale, soit ne pas répondre du tout, soit avoir des effets secondaires, soit réclamer des doses qui sont plus grandes ou plus petites que d'autres individus. On pourrait très bien imaginer que je porte une puce qui fait que quand j'arrive à l'hôpital ou chez le docteur, ces paramètres immédiatement apparaissent et donc je reçois le traitement qui me convient d'une manière personnalisée. Et puis on imagine aussi que plus on analysera les génomes, plus on sera à même d'analyser des facteurs de risque plus complexes pour des maladies comme le diabète, que certaines infections psychiatriques et autres. Le domaine où en fait la génomique a une application immédiate, et je dirais une application dont on ne peut pas se permettre de ne pas l'utiliser, c'est le domaine de l'oncologie, c'est le domaine du cancer. On s'est aperçu en effet que la détermination de la séquence des tumeurs, du génome des tumeurs ou des produits qui sont dans ces tumeurs, comme l'ARN des tumeurs, permet de stratifier les thérapies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction de l'empreinte moléculaire d'une tumeur, de la séquence de son génome, un traitement X sera plus efficace qu'un traitement Y. Si on prend par exemple l'ensemble d'une population d'individus souffrant d'un cancer du poumon, les chances de répondre à une chimiothérapie sont d'à peu près 15%. Si par contre la tumeur porte une des mutations qui est illustrée sur la droite de la diapositive, dans chaque cas correspondant, on a une réponse beaucoup plus élevée à des médicaments particuliers. Donc on ne va plus à l'avenir traiter un cancer du poumon parce qu'il est du poumon, ou de la prostate ou du sein parce qu'ils sont de la prostate ou du sein, mais on va les traiter en fonction de leur caractérisation moléculaire, de la séquence de l'ADN ou de l'ARN qui est dans ces tumeurs. Maintenant, il y a d'autres paramètres omiques, de technolomiques qu'on peut utiliser, le génome, l'exposome, c'est-à-dire tout ce à quoi on est confronté, tout ce big data, qu'est-ce qu'on fait, qui on rencontre et autres. Et on peut en faire ce que je qualifie de personnomique, une sorte de carte de départ qui permet de faire des recommandations aux gens, qui me permettent de me faire des recommandations sur ce qui serait le comportement le plus adéquat pour éviter certaines maladies, et puis au cas où je deviendrais malade, qui permettrait de me donner des traitements qui sont le plus personnalisés, le plus efficaces possible. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué, ça c'est une étude qu'un copain en Californie avait fait. Il avait demandé à des gens, certains assez minces, d'autres un peu moins minces, de simplement photographier à chaque repas ce qu'ils mangeaient. Il avait centralisé la chose grâce à une application, donc dans son laboratoire, il recevait exactement la photo de ce que les gens avaient mangé. C'était géolocalisé, il savait où ils étaient, il savait à quelle heure ils avaient mangé. Il a fait l'analyse pendant 6 semaines, et puis à la fin de 6 semaines, il a regardé. Le seul paramètre qui corrélait avec l'embonpoint, c'était un temps trop élevé entre le premier et le dernier repas. Autrement dit, ce que les gens mangeaient n'avait aucune importance. Ceux qui étaient plutôt enveloppés, et qui dormaient assez mal d'ailleurs, c'est ceux qui avaient trop de temps s'écoulant entre la première bouchée du petit déjeuner et le dernier hot dog dans le lit, j'imagine, devant la télé. Sur cette base, il a fait à ces gens des recommandations en leur disant « Vous mangez ce que vous voulez, mais vous réduisez votre prise de nourriture sur 12 heures par jour. » Et au bout de 3 mois, je crois, chacun de ces individus, ou la plupart de ces individus, avait perdu 2 points sur leur indice de masse corporelle et tous reportaient une qualité de sommeil qui était beaucoup plus grande. Donc rien de très compliqué, mais une exploitation de ces nouvelles technologies et surtout une participation des individus pour permettre cette exploitation.
Maintenant, toutes ces nouvelles technologies, ça pose un certain nombre de défis qui sont d'abord technologiques. D'abord, les données doivent être de qualité. Comme disent les anglo-saxons, rubbish in, rubbish out. Si vous mettez des mauvaises données dans le meilleur des computers, ce qui sortira, c'est des conclusions qui sont totalement ininterprétables ou qui sont pires, fausses. La deuxième chose, le deuxième problème, c'est la sémantique. Je suis fatigué ne veut pas dire la même chose partout. Or, si vous voulez collecter les données d'un grand nombre d'individus, il faut que les termes auxquels vous vous référez veuillent dire la même chose, dans tous les cas. Une valeur d'hémoglobine, c'est facile. Certaines expressions populaires, c'est beaucoup moins facile. Il faut que ces données soient ce qu'on appelle interopérables. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse prendre les données de personnes qui sont à Saint-Gall, à Genève, à Cambridge, à Singapour, et que dans la mesure du possible, je puisse les mettre ensemble, parce que les données de 3 individus, ça ne m'apprend pas grand-chose. Les données de 3 millions d'individus, ça m'apprend beaucoup. Mais pour ça, il faut que ces données soient analysables avec les mêmes types d'outils, qu'elles soient ce qu'on appelle interopérables. On résout aussi les problèmes de stockage, de cryptage, d'analyse, de restitution de ces données sous une forme qui est intelligible, intelligente, utilisable par les gens qui devraient en bénéficier, que ce soit les soignants ou les individus directement concernés. Il faut qu'on mette sur pied des cohortes d'individus à analyser, qui fassent du sens. Aux États-Unis, il y a une quinzaine d'années, ils ont démarré une grande étude sur étudier la santé d'un certain nombre de milliers d'enfants pendant nombre d'années. Et puis après 12 ans à peu près, ils ont fait plusieurs analyses et se sont rendus compte que c'était très mal fait parce que la manière dont ils avaient commencé, et puis la manière dont ils continuaient, et puis la manière dont ils continuaient encore, ça avait changé au cours du temps, c'était totalement ininterprétable. Ils ont arrêté, le Sénat américain n'était pas très content parce qu'il avait dépensé 1,2 milliard de dollars au moment où ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Et puis il faut aussi justifier les biobanques. Je compare souvent les biobanques à la dernière scène des Aventuriers de l'Arche perdue, quand après X heures de combat frénétique par Indiana Jones, en fait l'Arche perdue finit dans une grosse boîte, dans un hangar avec des tas d'autres grosses boîtes dont on sait qu'on ne va plus jamais l'extraire. Et beaucoup de biobanques qui coûtent très cher, c'est en fait ce qui leur arrive. Pour finir, j'évoquerai quelques défis sociétaux que pose l'utilisation de ces nouvelles technologies dans le domaine de la santé. Je suis sûr que Samia va enfoncer la porte encore plus avant dans quelques minutes. Premièrement, il faut restructurer le management de la santé et son financement si on arrive à se déplacer du traitement des maladies vers leur prévention. Nos caisses maladies ne sont pas faites pour nous donner de l'argent pour nous empêcher d'être malades. Elles nous en donnent parfois une fois qu'on l'est. Il faut donc qu'on repense ça. Il faut, en anglais, on dirait qu'on soit empowered, c'est-à-dire qu'il faut qu'on maîtrise ces technologies plutôt que de les laisser dans les mains des grandes sociétés de l'Internet, de l'informatique, les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon et autres, qui s'engouffrent dans ce créneau parce qu'ils y voient un énorme potentiel. Ces sociétés ne répondent pas au cadre sociétal, au cadre légal, au cadre éthique que nous fixons. Et si on leur laisse ça dans les mains, eh bien c'est eux qui détermineront les règles selon ces technologies sont exploitées. Et derrière eux, les gouvernements qui les contrôlent. Je vous laisse répondre à cette question. Les autres défis sociétaux qui se posent, c'est il faut qu'on discute, qu'on commence à discuter d'événements comme la découverte de certaines mutations. On séquence mon génome, on découvre que j'ai une mutation BRCA. BRCA, c'est le gène qui était muté chez Angelina Jolie et qui l'a poussé à se faire une double mastectomie et une variectomie parce qu'elle savait que c'était un facteur de risque extrêmement important pour le cancer du sein et de l'ovaire. Si je séquence mon génome et que je découvre une mutation BRCA, personne ne m'oblige de le dire à ma sœur. Personne n'oblige personne à le dire à ma sœur. Est-ce que c'est normal? Le cancer du sein ou de l'ovaire, il y a peu de chances que je l'attrape. BRCA, mutation, il y a des chances qu'elle l'ait. Or, notre cadre légal n'est pas préparé à répondre à cette question. Si aussi on séquence mon génome quand j'ai 15 ans, qu'on découvre que j'ai une mutation qui me prédispose à la maladie de Huntington. La maladie de Huntington, c'est une sorte de chorée, une danse de Saint-Guy, une démence qui survient vers l'âge de 50 ans et qui me voue à un décès rapide. Est-ce qu'on me le dit? Est-ce qu'on ne me le dit pas? Est-ce que je veux qu'on me le dise? Est-ce que je ne veux pas? Il n'y a pas de bonne réponse. Certains aimeraient savoir en se disant je ne vais pas économiser jusqu'à ma retraite, vu que ma retraite, je ne la prendrai jamais. D'autres disent non, je ne veux pas le savoir, parce que sinon ça va me pourrir les 30 prochaines années. Donc ça devient extrêmement, extrêmement personnel. Et là, les soignants redeviennent extrêmement importants, parce qu'il faut des gens qui vous connaissent et qui puissent vous aider à interpréter ces choses. Comme je vous l'ai dit, la collectivisation de ces données est indispensable pour qu'on en tire toute la substantifique moelle. Autrement dit, je dois être en position de mettre mes données dans le domaine public
tout en étant sûr que ces données ne vont pas me pénaliser. Donc il faut des lois antidiscrimination de toutes sortes qui garantissent, quel que soit mon génome, mon accès à l'emploi, au logement, à l'assurance, etc., etc. Un problème intéressant dans un pays où 50% de la population paye l'assurance maladie plus cher pour des causes purement génétiques, mesdames. Donc génétique, les dames, 2 chromosomes X, les hommes, un chromosome X, un chromosome Y, donc l'assurance plus chère si on a 2 chromosomes X. Personne bronche, c'est surprenant. Donc je suggère qu'en fait que ces nouvelles technologies sont l'opportunité de revisiter le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. C'est très saillant pour notre région, mais comme vous l'avez compris maintenant, c'est une entreprise qui doit être holistique, qui ne concerne pas les seuls médecins, scientifiques, informaticiens et autres, mais qui concerne l'ensemble de la société et qui soulève des tas de questions au débat desquelles tout un chacun peut participer. Il n'y a rien de vraiment stupide à dire là-dessus. Et tout le monde doit contribuer à ce débat pour qu'on finisse par avoir à pouvoir exploiter ces technologies d'une manière qui nous satisfasse et qui nous soit profitable. Et si on se retrousse bien les manches et qu'on le fait de manière intelligente, eh bien peut-être en 2030, le petit Alex qui aura 16 ans à ce moment-là pourra bénéficier de nos efforts et bénéficier des fruits de ces nouvelles technologies dans le domaine de la santé. Merci. Merci beaucoup Didier Tronon.